Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est le sujet de ce soir. Le TDAH touche entre 5 et 8% des enfants dans le monde. Il constitue un réel handicap cognitif et social et nécessite un traitement médical sans lequel les patients seraient privés de mener une vie normale. Qu'en est-il du Maroc? Les médicaments sont-ils disponibles? C'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons comprendre ce qu'est le TDAH, comment vivent les personnes atteintes de ce trouble, les stéréotypes qui l'accompagnent. Avec nous pour en parler justement, Monsieur Abdelhakim Zalim, vous êtes pharmacien et expert en affaires pharmaceutiques. Bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation et merci pour l'intérêt que vous portez à ce sujet-là d'actualité. Donc nous allons parler de ce trouble qui est le TDAH. De quoi s'agit-il exactement? Très simplement, l'abréviation, c'est en relation avec ce qu'on appelle le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc c'est une maladie qui touche les enfants à partir de 9 ans. Et donc c'est une, comme on dit, à partir de 9 ans, c'est à partir de l'âge de scolarité. Et comme vous avez dit, mondialement, la prévalence est entre 5 et 8%, sauf pour les États-Unis, dans lesquels la prévalence est de 10%, parce qu'au niveau des États-Unis, ce sont des troubles qui sont détectés précocement et qui sont pris en charge rapidement. Rapidement, les symptômes, c'est très, très simple. Il y a 3 symptômes principaux. Le premier symptôme, c'est le déficit d'attention, c'est-à-dire l'enfant n'arrive pas à se concentrer, n'arrive pas à faire les consignes qu'on lui demande, premièrement. Il y a deuxièmement l'hyperactivité, c'est-à-dire que l'enfant bouge trop, ne s'assoit pas, ne se concentre pas. Et le dernier symptôme, c'est l'impulsivité, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas un certain nombre de règles. D'accord ? Lorsqu'on voit ces 3 symptômes, ce sont des 3 symptômes qui n'apparaissent réellement que pendant quand commence la scolarité de l'enfant. Vous l'avez dit, à partir de 9 ans, mais ces symptômes dont vous discutez aujourd'hui, elles sont observables des fois chez des enfants plus jeunes. Est-ce qu'il y a moyen de diagnostiquer plus tôt ou il faut attendre cet âge-là de scolarisation, on va dire, C'est très difficile, mais on peut les détecter à travers le médecin de la famille, à travers le pédiatre et à travers la famille, comment l'enfant se comporte. Mais établir un diagnostic, un vrai diagnostic, c'est à partir de l'âge de scolarité parce que l'école où l'enfant va s'exprimer, on va voir ses réactions, on va voir est-ce qu'il se concentre avec sa maîtresse, est-ce qu'il n'est pas hyperactif, est-ce qu'il respecte un certain nombre de règles. C'est là qu'on commence vraiment à diagnostiquer parce que ces symptômes-là, ce sont les symptômes qu'on regarde dans tous les enfants. Mais on ne peut pas lui dire que normalement les meilleurs standards internationaux, c'est le diagnostic à partir de 9 ans. Et quelle est aujourd'hui la prévalence au Maroc? J'ai dit la prévalence mondiale. La prévalence mondiale, c'est entre 5 et 8%. Ça dépend de la méthodologie qu'on fait épidémiologiquement pour faire la prévalence. Mais on n'a pas des données vraiment statistiques parce qu'au Maroc, en parlant de ces troubles-là et des maladies qu'on dit des maladies rares, on n'a pas vraiment une stratégie. On n'a pas vraiment une stratégie au sein du ministère de la Santé publique concernant ces troubles, ces cas-là et beaucoup de maladies rares. Donc c'est considéré comme un symptôme aujourd'hui plus ou moins grave. Plus ou moins grave parce que c'est un symptôme qui est handicapant pour l'enfant, pour la famille et pour l'entourage. Est-ce qu'il s'agit d'un symptôme ou d'un trouble qui est temporaire ou qui est permanent? Une fois que c'est diagnostiqué, qu'on est sûr que l'enfant est atteint de ce trouble, est-ce qu'il y a moyen, à travers des traitements, de vivre tout à fait une vie normale et ensuite ne plus avoir besoin de traitement et ne plus souffrir de ce trouble, ou est-ce que c'est quelque chose qui va suivre l'enfant toute sa vie une fois adulte et il apprend à vivre avec? Non, c'est-à-dire qu'on peut dire, concernant ces troubles-là, c'est que plus tôt on diagnostique, plus tôt on met en marche le traitement, la prise en charge, donc l'enfant peut vivre normalement. Il y a des cas, qu'on peut dire des rechutes, mais dans la majorité des cas,
dans la majorité des cas, ce sont des enfants qui vont vivre normalement. S'ils sont diagnostiqués précocement, ils sont pris en charge. Parce que la prise en charge... Précocement, c'est-à-dire à l'âge de 9 ans. Donc à partir de 9 ans, une fois qu'on constate, il faut bien diagnostiquer par un spécialiste, un médecin psychiatre qui connaît bien ces troubles-là, qui connaît bien vraiment ce TDAH. Et on commence vraiment le traitement. Parce que le traitement, il est composé en deux parties. Il y a la partie qu'on peut dire psychologique, éducationnelle et sociale, et il y a la partie traitement, il y a la partie médicament, d'accord, qui permet d'aider l'enfant normalement à s'adapter à sa nouvelle vie scolaire, à sa nouvelle vie familiale et à son entourage extérieur. Parce qu'à partir de l'avant, l'enfant va découvrir l'école, va découvrir l'extérieur. Et à ce moment-là, si on le prend bien en charge, il peut vivre normalement. Et on a des cas des enfants qui sont maintenant adultes et qui vivent normalement sans médicaments. Je connais beaucoup de cas d'enfants qui vivent normalement sans ce médicament-là. Quel type justement de médicaments sont préconisés dans Il y a un seul ces cas? médicament qui est préconisé. Normalement, si on prend en France, actuellement en France, il y a en plus des princeps, il y a 5 génériques. D'accord. D'accord. Et en plus, il est donné gratuitement parce qu'il est remboursé. Donc, en France et en Espagne, les enfants atteints de ce trouble-là, ils ont une prise en charge concernant ces médicaments-là. Ils le prennent gratuitement au niveau des pharmacies d'officine. Ils peuvent vivre donc une vie normale. Et en plus, c'est un traitement, c'est pas un traitement continu, c'est un traitement seulement pendant un certain nombre de phases. C'est-à-dire lorsqu'on commence le traitement psychologique et social éducatif, on voit l'enfant, est-ce qu'il a besoin de médicaments ou pas. S'il a besoin de médicaments, on le met sous traitement. S'il n'a pas besoin de médicaments, on continue l'éducation psychologique et ainsi de suite. Donc dans certains cas, un suivi psychologique suffit amplement sans avoir forcément recours mais dans la majorité des cas, on a recours aux médicaments. Dans la grande majorité des cas, au niveau international, on a recours aux médicaments. Justement, est-ce qu'il y a des degrés dans cette maladie, dans ce trouble? Non, il n'y a pas des degrés. Il y a ce qu'on peut dire, les 3 symptômes. On peut avoir un seul symptôme, qu'on peut avoir 2 symptômes, qu'on peut avoir 3. C'est-à-dire, on peut avoir déficit d'attention seul, on peut avoir le déficit d'attention avec l'hyperactivité, on peut avoir le déficit d'attention avec l'hyperactivité, avec l'impulsivité. Il y en a toujours un qui est dominant. Le dominant, c'est le trouble d'attention qui est un peu près représente à peu près 50%. D'accord. Donc c'est le trouble de l'attention. Le trouble de l'attention qui est vraiment... Et quels exercices on pourrait par exemple pratiquer pour essayer de tester un enfant? C'est-à-dire dans cet ordre d'âge. Est-ce que dans le cas de traitement ou dans le cas de diagnostic? Du diagnostic. Dans le cas de diagnostic, c'est un spécialiste. C'est un spécialiste, c'est un spécialiste qui connaît bien. Et c'est un diagnostic qui implique la famille, les parents, l'enfant. Donc on peut faire une consultation ensemble, comme on peut faire une consultation avec l'enfant, avec la famille. Et à ce moment-là, le médecin décide de dire est-ce que l'enfant est atteint ou pas. Et qu'en est-il de la disponibilité de ces médicaments donc, au Maroc? Le problème de ces médicaments au Maroc, que lorsque moi personnellement je me suis impliqué avec certains parents, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on demande une autorisation spéciale du ministère de la Santé pour qu'on l'importe par nos propres moyens, les familles par leurs propres moyens. Donc on a l'autorisation spéciale, on a apporté le médicament de France de l'Espagne. Et ça a très bien marché, il a donné de très bons résultats. Mais maintenant, on a des problèmes de l'avoir parce qu'en France, là, en Espagne, il faut que la personne soit sur place, il faut qu'il voie un médecin sur place parce qu'en France, ce sont des médecins spécialistes qui le prescrivent en première intention. Et après, c'est le médecin de la famille qui prend le relais. D'accord, c'est difficile. Mais maintenant, je pense que le ministère de la Santé, il peut faire une très belle initiative, c'est que au niveau de décret l'obtention de l'AMM, il y a un article qui donne le droit au ministère de la Santé d'appeler les laboratoires, d'enregistrer le produit au Maroc et en appliquant ce qu'on appelle le fast track. C'est l'article 24 qui donne au ministère le droit, dans ce cas-là, dans ces médicaments-là, d'appliquer le fast track, c'est-à-dire on donne l'autorisation rapidement, sans passer par la procédure normale, et on fait tout ce qui est évaluation et tout ce qui est contrôle analytique après l'obtention de l'AMM.
Et normalement, c'est parmi les prérogatives du ministère de la Santé. Il a le droit de faire ça. Et à ce moment-là, on aura le produit. Et on aura. C'est un produit qui ne coûte pas cher. C'est entre 100 dirhams et 300 dirhams. Et il est remboursé. Un produit remboursé. Ouais, donc, d'accord. Partout dans le monde, il a un produit remboursé. Et ça coûte en France et en Espagne, c'est entre 100 et 300 dirhams. D'accord. Donc, comment aujourd'hui accélérer justement ce processus d'obtenir ce médicament pour qu'il soit disponible pour toutes les familles qui en ont besoin? Comme j'ai dit, il faut que le ministère de la Santé pense à une stratégie des maladies rares et des cas comme ça. Donc, ça, c'est très important. Et en plus, le ministère de la Santé, il peut faire appel aux laboratoires pharmaceutiques marocains, les encourageant à enregistrer le produit le plus rapidement possible en appliquant le fast track. Vu que maintenant, en France, il y a 7 laboratoires qui le commercialisent et ces 7 laboratoires, ils sont tous représentés au Maroc. D'accord. D'accord. Et normalement, le ministère de la Santé connaît ce produit-là parce qu'il a déjà donné les autorisations spéciales pour les importer, pour les patients. Et maintenant, vu le nombre de cas, vu que le médicament il a vraiment donné des très bons résultats, donc à ce moment-là, les trois gestes à faire, c'est lui donner l'AMM, le cadre de prix, et l'intégrer dans la liste des médicaments remboursés. Absolument. Donc c'est une question de temps, travail. C'est question de temps, c'est question. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans ce sens-là. Je pense que le ministre de la Santé, de la Solidarité en personne, il est sensibilisé. Donc je pense que c'est question que les responsables au sein du ministère de la Santé bougent et accélèrent le process. Merci à vous, Monsieur Abdelhakim Zalim. Je rappelle que vous êtes pharmacien et expert en affaires pharmaceutiques. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.